énormément sur la qualité de ta créa. Parce que quelque chose que je crois fondamentalement, c'est que le media buying est très important. Il faut acheter pour le meilleur prix. Il faut bien avoir identifié qui est ton persona. Moi, j'ai du CSP+, je ne vais pas faire de la pub au milieu de la journée en semaine. Tu vois. Voilà. Donc, il faut savoir quand le faire. Il faut toujours s'attacher aux bonnes émissions. Quand j'ai fait de la publicité de manière plus large, quand j'ai fait du sponsoring sur M6, j'ai sponsorisé M6, j'ai sponsorisé El Capital. J'ai pas sponsorisé le Bonheur et l'entrée, etc., qui n'étaient pas des émissions qui correspondaient à l'image premium CSP+, de Attractive World. Et là-dessus, chez Canal, ils étaient absolument exceptionnels, même si tu étais sur du sponsoring et donc sur un support qui était excessivement contraint, parce que à l'époque, tu n'avais pas le droit d'être réglementaire, tu avais un temps qui était très limité, il fallait que tu présentes l'émission en plus. Et ben, même si c'était un exercice créatif très contraint, et ben, il fallait absolument qu'on raconte une histoire. Et c'était hors de question de juste avoir un petit logo qui fasse bip bip, ah c'est moi qui présente la météo. Non, je vais te dire, Attractive World était un business qui était drivé par le marketing. Si tu prends un instant de recul, il y avait une originalité qui est cette sélection à l'entrée, qui était une vraie sélection à l'entrée. Je refusais 70% des gens à l'entrée. 70% de mon marketing ne servait à rien. Donc il y avait cette originalité, mais une fois que tu étais rentré dans le site, c'était la même logique mythique, sauf qu'on avait mis les prix x2. Voilà, c'était ça. C'était plus cher que mythique. C'était 2 fois plus cher. Okay. Voilà. Mais que le paysage médiatique pour une marque a énormément évolué vers quelque chose de plus éclaté. C'est-à-dire que réseaux sociaux, la vidéo sur les réseaux sociaux, YouTube, on voit qu'aujourd'hui l'offre de reach, elle est extrêmement vaste. Beaucoup les GAFAM, toujours à la télé, et puis des audiences qui sont vachement segmentées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, selon toi, un phénomène un peu de perte de confiance, je trouve de perte de puissance dans un certain sens des gros médias, un TF1 demain, est-ce qu'il va continuer à avoir cette même puissance? En fait, moi j'ai fait des réunions où les gens ne me regardaient pas dans les yeux, en fait, tu vois, parce que c'était limite du porn. Oui, mais vraiment. Non, mais je l'ai vraiment vécu. Je dirais pas dans quel grand média respectable, mais. Et du coup, à partir du moment où on a fait de la pub télé, ce sont des gens qui te rappellent pour bosser avec toi. Et donc, il y avait un côté statutaire dans le fait de je fais de la pub télé qui était genre, ah oui, non mais vous êtes une boîte internationale, en plus Attractive World, les gens s'imaginaient qu'on était des Américains, quoi. On lance. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketer Moment. Aujourd'hui, on reçoit avec Naufal, je dirais, un historique du marketing, quelqu'un qui est très connu dans la communauté des CMO, notamment s'il se rapproche de mon âge canonique, c'est monsieur Vincent Bobin. Salut Vincent. Merci pour l'âge canonique. Écoute, il m'est adressé. Et on va parler, alors on va essayer de faire un peu un balayage historique et puis de mise en perspective d'un espèce de diptyque entre le marketing de branding qu'on appelle le offline et puis l'aspect communautaire. Et on va comprendre comment est-ce qu'en fait on recrée aujourd'hui des marketing mix dans une époque où le offline est un peu... je dirais chahuté, ou en tout cas remis en question dans certains de ses fondamentaux. Mais avant de commencer réellement ce questionnement central, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ce qui t'a amené jusqu'à Gomigo aujourd'hui? Ouais, avec grand plaisir. Déjà, merci d'être invité. Genre moi j'ai toujours bossé dans le digital, et j'ai toujours bossé sur des projets en lancement. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais déjà dans le travel, première expérience où j'étais premier employé de la joint venture entre Voyage SNCF et Expedia, sur des problématiques marketing, puis après business analyst. Donc j'ai enchaîné plusieurs projets qui étaient assez sympas sur des jeunes projets. J'ai participé au lancement du Bon Coin de manière très très opérationnelle, les 3-4 premiers mois de vie du Bon Coin. J'ai été directeur marketing pour logikimo.com. Ça a été une incursion un petit peu plus longue dans les petites annonces avant de vraiment sauter dans la partie entrepreneuriat. Donc je suis entrepreneur maintenant depuis 15 ans. L'entrepreneuriat, j'ai sauté dedans parce que j'ai rencontré un gars qui s'appelait Ludovic Hero qui venait de lancer Attractive World, et Ludo, venant de private equity, il s'était dit que ça serait quand même bien de s'adosser à quelqu'un qui avait un petit peu d'expérience au marketing digital. Donc je l'ai rejoint à ce moment-là.
sur une aventure qui était assez extraordinaire parce que j'avais pas du tout anticipé que j'attaquerais de la création de marque. Quand j'ai commencé Attractive World, je l'avais rejoint pour à la fois m'occuper du produit et de l'acquisition digitale. Je sais pas si vous revoyez, je sais pas, toi tu vas t'en souvenir, c'est une époque où tu pouvais être CPMO. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait un épisode avec un de mes anciens camarades. Et effectivement, à l'époque, on faisait tout. Hein. On faisait, mais parce que le produit et le marketing étaient très intrinsèquement liés. Et effectivement, on donnait la responsabilité, peut-être à tort d'ailleurs, au directeur marketing de s'occuper aussi du produit parce que ça faisait partie un peu de la corbeille de la mariée. Ouais. Ouais, c'était, ça faisait partie des prérogatives. Moi j'aimais bien, personnellement. Ouais. Mais je pense que c'est plus ou moins adapté en fonction des structures. Mais c'est vrai que voilà, j'avais ce rôle de CPMO et sans doute que le rôle de CPO, je le faisais de manière beaucoup moins professionnelle qu'un vrai CPO aujourd'hui. Mais oui, c'était une autre époque. On faisait un tout petit peu tout. On était moins spécialisé, surtout dans des... Enfin, après, c'est aussi parce que c'est des plus petites structures et le temps un petit peu que les équipes grossissent et que chacun se professionnalise sur une verticale. Et donc non, oui, Attractive World, super histoire, création d'une marque qui était la 3e plus grosse marque dating en France. On avait, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je pense que c'est 85% de notoriété assistée. Des gens qui vous reparlent de votre marque sans savoir que c'est ce sur quoi vous bossez en fait tous les jours. Enfin voilà, des expériences où on était cité dans des médias, on a été cité 2 fois dans les Guignols de l'info. On a reçu aussi des médailles de baptême. C'était vraiment une expérience très forte parce qu'en plus il faut comprendre que le dating, la promesse elle est complètement folle. On promet quoi ? On promet l'amour. Ouais. C'est une promesse qui est hyper dure à atteindre, donc ça veut dire aussi que vous êtes la cible des gens qui sont déçus parce que vous êtes un peu l'exutoire. Ça arrive, ça fait partie du jeu, mais c'est aussi quelque chose de fou. Là, il y a encore 3 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui après en aparté m'a dit tiens, en fait, faut que je te dise, j'ai rencontré ma femme grâce à toi. Mais ça m'arrive, non mais franchement, ça m'arrive plusieurs fois par an encore aujourd'hui, même une fois à New York, quelqu'un qui m'a dit tiens, si je suis papa, c'est un peu grâce à toi. Enfin voilà. Donc ah ouais. Non, mais c'est vraiment, il y a une dimension humaine qui est assez dingue dans cet univers. Et donc Attractive World, ça a été une très 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 belle expérience, création de marque, product market fit, vraiment très fort, très rapide. On s'y attendait même pas trop en fait que ça aille si vite, avec une petite frustration qui était à une époque où en fait les fonds te parlaient plus rentabilité que croissance. Donc on n'a jamais eu les moyens d'internationaliser le modèle. Voilà. On n'a jamais réussi ça a changé. Ça a pas mal changé après. Franchement, mais t'imagines même pas avec l'ARR qu'on avait, mais ça aurait été tapis rouge. Et donc, c'est un modèle où, quand tu fais du dating, t'es un petit peu enfermé dans ton univers du dating. Tu peux être racheté par une autre boîte de dating. T'as pas une marque suffisamment lifestyle pour faire autre chose que du dating. Donc, t'es un petit peu cloisonné. T'as du mal à sortir de ton couloir de nage. Exactement. Okay. Tu vois, My Little Paris, ils ont fait My Little Box, ils pouvaient faire je sais pas combien d'autres choses. Nous, pas trop. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé la solution. Et à partir du moment où on a conclu qu'on ne pouvait pas avoir les moyens pour partir sur un autre pays, ça a été un petit peu notre petit traumatisme à nous. Donc voilà, après c'est finalement une aventure qui s'est revendue à un acteur allemand qui se cotait au Nasdaq, qui lui justement avait préempté le marché du premium dating aux US, ce qu'on voulait faire. Voilà. Petite histoire un peu triste quelque part parce qu'il y aurait avec plus de capitaux, il y aurait eu plus de capitaux, on aurait vous aviez trouvé la secret sauce. Ouais. On était avant. Et je pense qu'on va parler de la secret sauce en marketing parce qu'effectivement, vous aviez découvert un truc avant les autres. Ouais. Et donc voilà. Et après donc Shaper, c'était mon seconde aventure entrepreneuriale, donc application de networking, ou un product market fit plus compliqué. Enfin une vraie réussite en termes d'audience. On est monté à 2,7 millions de users. On a pu avoir des métriques comme 100 000 messages échangés en une journée, des matchs.
avec des gens qui créent des boîtes, des gens qui recrutent, qui font du business, enfin vraiment. Mais alors, une diversité de use case qui était vraiment une vraie difficulté pour monétiser, par contre, et une vraie difficulté à capter la valeur. On a réussi à pivoter la boîte de manière successful et en recréant des verticales autour du recrutement, des verticales autour du financement et de l'advisory. Donc ça, finalement on a réussi à rentabiliser Shaper, mais maintenant voilà, aujourd'hui Shaper a été revendu et la marque a été revendue, la verticale sur le recrutement a été revendue. Et donc voilà, dernière aventure GoAmigo, où là c'est une aventure que je suis en train de rejoindre, où l'objectif est de proposer, de travailler avec les créateurs de contenu et de leur proposer une solution voyage, c'est-à-dire qu'un créateur de contenu qui est par exemple un créateur de contenu autour du voyage, aujourd'hui n'a pas les moyens de véritablement créer son offre voyage. Il va créer une quantité de contenu incroyable, mais finalement on ne va pas le monétiser jusqu'au bout. Nous, on vient dans un positionnement que je vais décrire comme Travel Agency as a Service quelque part, mais c'est l'idée, on leur permet véritablement de recréer une nouvelle activité en plus et de se créer un revenu récurrent supplémentaire, sachant que, on va en reparler, mais c'est quand même des personas super pertinents. C'est peut-être ceux à qui aujourd'hui on ferait, qui beaucoup feraient le plus confiance pour des suggestions voyages, itinéraires, etc. Super. Eh ben on va pas mal parler de confiance. Ce qui pour quelqu'un qui travaille dans le B2C pure player comme moi, la notion de marketing offline a été quelque chose que j'ai un peu découvert en rejoignant Lidigo, mais où il y a eu quelques boîtes assez visionnaires qui se sont dit on va investir sur le offline, on va investir sur des canaux qui nous semblaient non traquables, hyper chers, peu maîtrisable en fin de compte, et c'est vraiment l'un des canaux qui a le plus fait connaître Attractive World à l'époque, et qui était sur un dispositif très, ce qu'on appelle le sponsoring, savoir avant des formats contraints avant et après les émissions. La météo vous est présentée par Attractive World et qui permet peu de choses dans l'expression de son message, et encore que tu vas en parler, mais surtout qui génère beaucoup de répétitions. Et alors, ce que tu disais, c'est que vous aviez lancé une marque très communautaire avec des événements sur pour favoriser le dating, on va dire haut de gamme, le luxury dating. Et à quel moment vous vous êtes dit, maintenant, il faut qu'on passe un peu la seconde, il faut qu'on aille en télé? Comment s'est fait ce mouvement-là? Ouais, ça a été un drôle de moment. Moi, sur Attractive World, j'ai mis en place tous les canaux, le SEO, le SEA, les partenariats. On était un des plus gros annonceurs sur Facebook à l'époque. On faisait beaucoup de pubs sur Facebook. J'ai mis tout ça en place, et comme tu disais, en fait, même si avant ça, même sous la façon dont c'était lancé, même sur Attractive World, c'est qu'on avait même créé une communauté des 1000 membres, des 1000 premiers membres fondateurs. Donc on était vraiment sur une sorte de marketing communautaire autour d'un persona qui était très CSP+, très parisien, très urbain. C'était notre communauté de départ qui a fait qu'on a pu commencer à faire de l'acquisition digitale. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai mis en place. Alors avec un petit peu des freins, parce que c'est des business d'abonnement. Des business d'abonnement, tu connais jamais ta lifetime value. Tu connais ton CAC d'abord. Mais ta lifetime value, tu la connais plus tard. Ouais. Donc quand tu commences à dépenser, tu sais pas si ton CAC il est bon, il est pas bon. Ouais. Bon, le fait, il était très très bon, mais on le savait pas. Donc il m'a fallu un tout petit peu de temps déjà pour découvrir ça. Et j'ai quand même mis en place tous ces canaux au fur et à mesure. Et puis il y a un jour, je me suis dit, l'euro supplémentaire, je le mets où ? Et finalement, j'étais allé voir Ludo, mon associé, en me disant voilà, le prochain euro, il va être très très cher parce que je sais juste pas où le mettre. Et il se trouve que parmi nos actionnaires, on avait un monsieur qui s'appelait Georges Chrysostalis, qui a été mon papa dans tout ce qui était la publicité offline.
et un monsieur qui a un très très gros accent grec. Assez connu dans le... Très connu. Ouais. Et qui m'a dit, Vincent, on va aller chez Canal+. Voilà, Georges, je t'embrasse. On a pris un déj il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un d'exceptionnel que j'adore. Et en fait, il m'a pris par la main. Il nous a pris par la main tous les deux. On était avec Ludo et on nous a amenés chez Canal. Parce que voilà, notre positionnement CSP+, ça correspondait à Canal qui offrait un écrin formidable. Et c'est comme ça qu'on a commencé nos premières campagnes de sponsoring sur un budget, mais... je crois que c'était 100 000 euros, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'était le premier budget de sponsoring qu'on a pu mettre, c'était ça. Alors, quand tu disais que c'était pas traquable, je suis pas complètement d'accord, parce que quand tu es une boîte qui est tellement jeune, dès que tu mets un tout petit peu offline, tout de suite, tu le traques. Le trafic. Donc, au tout début, tu le traques. Tu vois la différence. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'était fou, parce que finalement, les premières campagnes qu'on a mises en place, on était tellement en affinité que on avait des performances qui étaient supérieures à ce qu'on avait sur du Facebook. Ah oui. Donc, en performance tactique et en plus toute la marque qu'on construisait, tu vois. Okay. Voilà. Donc le premier constat, on a été, mais alors on a regardé le truc, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable, on a touché quelque chose, quoi. Voilà, c'était fou. Et donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé sur la pub sponsoring. Alors, on a eu énormément de chance aussi, c'est de commencer par Canal+, parce que Canal+, à l'époque, te drivait énormément sur la qualité de ta créa. Parce que quelque chose que je crois fondamentalement, c'est que le media buying est très important. Il faut acheter pour le meilleur prix. Il faut bien avoir identifié qui est ton persona. Moi, j'ai du CSP+. Je ne vais pas faire de la pub au milieu de la journée en semaine, tu vois. Voilà. Donc, il faut savoir quand le faire. Il faut toujours s'attacher aux bonnes émissions. Quand j'ai fait de la publicité de manière plus large, quand j'ai fait du sponsoring sur M6, j'ai sponsorisé M6, j'ai sponsorisé Capital. J'ai pas sponsorisé Le Bonheur est dans le Pré, etc., qui n'étaient pas des émissions qui correspondaient à l'image premium CSP+ de Attractive World. Mais au-delà du media buying, c'était vraiment la qualité de la créa. Et là-dessus, chez Canal, ils étaient absolument exceptionnels. Même si tu étais sur du sponsoring et donc sur un support qui était excessivement contraint, parce que à l'époque, tu n'avais pas le droit d'être argumentaire, tu avais un temps qui était très limité, il fallait que tu présentes l'émission en plus, et même si c'était un exercice créatif très contraint, il fallait absolument qu'on raconte une histoire. Et c'était hors de question de juste avoir un petit logo qui fasse bip bip, ah c'est moi qui présente la météo. Non, c'était deux personnes qui se rencontraient. Les premières campagnes qu'on avait, c'était il y avait deux personas, et un homme et une femme, et ils avaient toutes les émissions qu'on sponsorisait au sein de Canal+ au milieu. Okay. Et genre l'effet papillon, ça se cochait, et donc au fur et à mesure les émissions se cochaient et les deux personnes se retournaient l'un vers l'autre parce qu'on comprenait qu'ils avaient des centres communs d'intérêt et ils allaient l'un vers l'autre. Et créativement, très peu de gens travaillaient le sponsoring de cette manière-là. Voilà. Parce que le sponsoring, en général, les gens qui font du sponsoring, c'est des gens qui font de la pub télé par ailleurs, et donc vont réutiliser des vieux rushs et vont refaire un truc comme ça, bricolé. Bon, pour le sponsoring, ça ira bien, quoi, parce que c'est les parents pauvres. Nous, on était pauvres. Ouais. Donc, on a commencé par ça, on n'avait que ça. Donc, notre créa, c'était ça, un point, c'est tout. Voilà. Donc, on le travaille. Et donc, même quand j'étais sur Canal+, il y avait 12 secondes, donc à la rigueur, ça allait. Sur M6, tu as 6 secondes. J'ai toujours été intransigeant sur le pack shot final où il fallait absolument qu'on voit Attractive World pour célibataires exigeants. Et ça, on est descendu jusqu'à 2 secondes 8, mais c'était absolument indispensable. Excuse-moi. C'était absolument indispensable d'avoir ce pack shot. Et dans cet univers noir qui avait le code du luxe et notre logo, etc. Voilà. Et donc, il nous restait peut-être 3 secondes. Et en 3 secondes, on se débrouillait à raconter une histoire. Voilà. Une histoire en 3 secondes. Une histoire en 3 secondes. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait qu'il y ait une rencontre. Il fallait qu'on sente un petit peu d'amour, qu'il y ait du rose, qu'il y ait du bleu, qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est un tout petit peu une façon vraiment différente d'attaquer le sponsor, qui a fait que derrière, le coût du sponsoring étant beaucoup plus bas, je sais pas si on faisait un tiers des GRP d'un mythique, mais en tout cas, on avait un dixième de son budget, tu vois, à peine, un truc comme ça. Donc, on est arrivé à une vraie petite performance en termes de surface, de reach.
C'était assez Et exceptionnel. c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment un mot qui se passait dans l'écosystème. C'était il y a maintenant 15, 12 ans dans ces eaux-là. Et c'est vrai qu'il y avait peu de pure players qui annonçaient en télé, ou les très très gros, mais ceux qui se lançaient relativement peu, et parce qu'ils n'avaient pas forcément cette technique. Mais du coup, en termes de pure créa, ce que tu disais avant l'épisode, c'est que tu épuisais les agences parce que tu leur disais le brief, c'est 3 secondes, il faut qu'il y ait une histoire en 3 secondes, il faut qu'il y ait plusieurs histoires dans plusieurs créas. Et ça, on se dit, quand tu n'épuises pas le filon, pas de l'audience, mais de la créa. Du coup, comment est-ce que vous faisiez pour avoir un processus créatif ? Je vais te dire, Attractive World était un business qui était drivé par le marketing. Ouais. Si tu prends un instant de recul, il y avait une originalité qui était sélection à l'entrée, qui était une vraie sélection à l'entrée. Je refusais 70% des gens à l'entrée. Ouais. 70% de mon marketing ne servait à rien. Ouais. Okay. Donc il y avait cette originalité, mais une fois que tu étais rentré dans le site, c'était la même logique qu'un Mythique, sauf qu'on avait mis les prix x2. Hein. Voilà, Ouais. c'était ça. Hein. Il y avait... C'était plus cher que Mythique. C'était 2 fois plus cher. Ok. Voilà, la façon de faire nos pricing a été très originale. On a regardé les prix, on a fait x2. Ok. Quand tu passes des heures sur le pricing. Et Le après, tableau Excel était assez simple. et plusieurs années après, pour la petite blague, on a fait venir une boîte pour travailler nos pricing, etc. Et finalement, on n'a rien amélioré du tout. On avait payé 50 000 € au passage. Bref, quelquefois, il faut suivre ton gut feeling, c'est tout. Ouais. Et donc, vraiment, l'originalité d'un Attractive World, c'était son accroche marketing, sa différenciation marketing. Donc, tout était vraiment dans le budget. Enfin, tout notre savoir-faire, il était là. C'est dans la façon d'amener les bonnes personnes pour le moins cher possible sur le service. Avec des messages. C'est vrai que c'est devenu une marque à part entière parce que seul a vraiment enlevé 70% des gens. Mais ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que finalement, est-ce que vous n'étiez pas, encore une fois, en avance sur votre temps en faisant des créas aussi courtes? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'Insta, il n'y avait pas des shorts qui te tapent dans la tête comme ça. Et pourtant, ça préside un peu du même besoin d'être excessivement efficace en très très peu de temps, non? Bah je vais te dire, c'est marrant parce que tu vois, après, on a fait du sponsoring, mais après, on a fait de la publicité classique. Je commençais systématiquement par un spot de 12 secondes parce que je commençais le 2 janvier, et c'est là où c'était le moins cher, donc je me le permettais. J'installais la marque, tu vois. Je faisais ça pendant 7 jours, 10 jours, et après, je repassais sur des virgules de 8 secondes, voire quelquefois plus petites, pour maximiser mes coûts, parce que tu restes une start-up, tu as besoin que ça soit efficace. Et donc moi je mesurais tout, en plus à l'époque il n'y avait pas d'outils vraiment pour mesurer, mais on avait une sorte de fichier Excel de 200 gigas où on avait nos cohortes au quart d'heure, et je refaisais matcher avec l'eurodatage de chaque spot, et comme ça je savais que Dr House à telle heure le dimanche à tel coût GRP CSP+, je pouvais l'acheter, tu vois. Voilà. Mais parce que à force d'itération, on était capable de voir ça. Mais du coup, baisser, c'est complètement idiot, mais arriver à baisser ton spot de 9 secondes à 8 secondes, il est moins cher, puisque tu payes à la seconde. De 2, un spot de 8 secondes, tu as plus de chances de le caser dans un canal de pub, parce que nous, on achetait toujours en dernière minute, comme des rapias, tu vois, voilà. Donc, ils sont complètement... 8 secondes, tu as 1 seconde de moins, donc peut-être qu'ils vont pouvoir caser ton spot versus un... Ça se joue à 1 seconde oui, parce qu'ils ont un nombre de secondes maximum, même légalement, qu'ils peuvent mettre en publicité, un canal de publicité. Ils ont droit à, je sais pas du tout combien de temps, mais peut-être 3 minutes de publicité. Et donc, dans ces 3 minutes, il va falloir caser le maximum de pub. Et juste un truc intéressant, tout à l'heure, je récupérais cette info, c'est que j'ai l'impression que tu avais un planning, par exemple avec la télé, en termes de mois, tu as parlé de janvier, février, juste pour comprendre. Une énorme saisonnalité dans la télé. Comment tu hackais le Q5 dans certains... Comment t'optimisais un peu ce budget, juste s'il y a une petite recette aujourd'hui à garder là-dessus? C'est la recette des gros rats. Donc, tu vois, janvier... En fait, je vais te dire, la rencontre est un business de bonne résolution. Voilà. Donc,
Quand t'es début janvier, que ta maman t'a dit que c'était affreux, elle avait pas encore de petits-enfants, que t'étais pas maqué, etc., t'étais peut-être un peu en dépression, t'étais tout D'accord. seul après le 1er janvier, t'avais un petit peu une cuite. C'est pas mal. Hein. Et Ouais. donc, le 2 janvier, Allez, t'étais férié, On se prend en main. t'allais pas sortir parce qu'il faisait moche, tu Ouais. comatais devant la télé, Ouais. et là, tu voyais un truc qui te promettait de rencontrer l'amour, tu vois. Ok. Voilà. Donc, et c'est le moment, au miracle, où les coûts GRP, CSP+, étaient les plus bas. Moi, le 2, 3, Ok. 4 janvier, c'était ma fête. Ouais. Voilà. Donc, je vais te dire, hein, mes années, elles étaient tout le temps systématiquement les mêmes. Septembre, je commence à me préoccuper de mon prochain spot télé. Ok. Octobre, j'ai choisi les agences. Ok. Un peu plus après octobre, novembre, on va dire, je fais les castings. Les castings, c'était un truc incroyable parce que tu vends un persona en fait. Les gens ont besoin de se projeter, de s'identifier. Donc on a fait des castings mais monstrueux de plein de gens parce que tu dois trouver les gens qui sont. En fait, en plus c'est affreux parce que c'est de l'objectif et du subjectif, mais tu dois trouver des personnes qui vont, à ton avis, caler à tout petit peu près, à peu près À avec tout le ta monde, cible. ouais. Tu vois, voilà. Et il fallait que tout soit absolument prêt au 31 décembre, parce que là, dès le 2 janvier, enfin, il fallait que les cassettes, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes que tu envoyais, soit au 2 janvier, ta campagne, elle commençait. Et donc, on commençait très très fort parce que c'était là où c'était pas cher. Et progressivement, tu me voyais qui baissait en intensité jusqu'à à peu près mi-mars, fin mars. Et après, à partir de fin mars, je n'avais plus les moyens Ok. suffisants. Je ne pouvais Non. plus être rentable parce qu'il y avait tous les autres acteurs. Q2 était un gros moment. Et voilà, j'avais passé mon moment. Je me taisais, sauf en sponsoring, ce qui me faisait mon fil rouge. C'est ton fil rouge, c'est en récurrent. Et je reprenais au 12 juillet par là, parce qu'à nouveau les coûts GRP sont plus bas. À nouveau, c'est un moment aussi les gens ont du temps. Et donc se reposent un peu sur eux, se disent attends, ça serait bien que je me maque, etc. Voilà, un tout petit peu comme le 1er janvier, hein. Tu te maques, tu trouves un appart, t'arrêtes de fumer, tu te mets au sport, voilà. Ça fait que le 12 juillet. Hein. Et Voilà. le 13. Et après, par contre, à partir du 25 août, 26 août, tu as toutes les dépenses à nouveau de la rentrée, ça recommence. Ok. Et le pire des mois, en termes de vente, c'est toujours décembre, parce que si tu n'es pas parmi les e-commerçants, tu vends rien. Quoi. Ouais. Et puis c'est Ouais. excessivement cher. Et, Tout est cher. ouais. Une C'est très le forte luxe saison. qui Ouais. prend, c'est le parfum, c'est les boîtes de chocolat Lindt. Voilà. Tout ce qui est lié à Noël. Et est-ce qu'il y a donc c'est quand même génial d'avoir réussi à créer une machine autour de ça basée sur de l'Excel. En plus, 200 gigas l'Excel. 200 gigas. Ouais, fallait- Il tournait pendant plusieurs Sur heures. quoi il faudrait Pentium 4 C'était Limite, une t'achètes grosse un ordi machine. juste pour l'Excel. Ouais. Ah, mais c'était que ça. Et tu vois, de cet exemple d'Attractive World montre que tu pouvais avoir de la puissance, et puis tu as pu avoir de la puissance et créer de la marque avec des formats très courts. Et on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de partir dans c'était mieux avant, hein, mais que le paysage médiatique pour une marque a énormément évolué vers quelque chose de plus éclaté. C'est-à-dire que réseaux sociaux, la vidéo sur les réseaux sociaux, YouTube, on voit qu'aujourd'hui, l'offre de reach, elle est extrêmement vaste. Enfin, beaucoup les GAFAM, toujours à la télé, et puis des audiences qui sont vachement segmentées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, selon toi, un phénomène un peu de perte de confiance ? Enfin, je trouve de perte de puissance, dans un certain sens, des gros médias. Tu vois, un TF1 demain, est-ce qu'il va continuer à avoir cette même puissance ? Et puis un peu une perte de confiance liée aussi au fait qu'avant, les grosses marques mastodontes avaient un canal et il n'y avait qu'un canal, donc ça créait le lien et un peu la légitimité. Aujourd'hui, c'est très éclaté. Est-ce que tu as vu, toi, avec Attractive World et après, ce début de la parcellisation des audiences ? Ah ouais, complètement. De toute façon, je pense que tout le monde le constate. Hein. Les audiences télé sont quand même plus du tout ce qu'elles étaient avant. Moi, personnellement, si tu veux me cibler, je regarde plus aucune chaîne hertzienne. Hein. Je regarde plus aucune TNT ni quoi que ce soit. Voilà. C'est comme énormément de gens. Tu fais de la VOD, tu fais YouTube, voilà, ce type de médias. Donc toute cette cible. Alors, si tu as une cible, tout est question aussi de qui est ton persona. Voilà. Ouais. Si tu vas cibler du retraité,
voilà, si tu es en day, semaine, tu peux sans Tu peux doute continuer, ouais, voilà, tu peux continuer à cibler. les Si tu avoir. vas cibler des enfants, il reste des chaînes. Je pense qu'il y a des chaînes qui fonctionnent très bien. Alors maintenant, ça doit être encore plus cher qu'avant, hein, parce que s'il y a moins de place, je n'ai pas de que Ouais. voilà, question d'offre et de demande. Maintenant, si tu veux cibler des personnes un peu plus jeunes ou des cibles, enfin voilà, il y a plein de cibles qui Plein de cibles, qui en sont fait, des Gen parties Z, de l'univers. millennials et tout ça qui sont Voilà. éclatés entre des apps, de la VOD, enfin de... Exactement, qui sont éclatés de partout. Et je suis complètement raccord à ce que tu disais aussi, c'est que je pense qu'il y a aussi une perte de confiance. C'est que aujourd'hui, les gens plus difficilement confiance dans des marques. Et voilà, on a l'impression qu'elles vont vous mentir, j'en sais rien, je sais pas, mais il y a plus de paranoïa, Méfiance. plus de méfiance. Voilà. Méfiance. Ouais. Voilà. Et donc, ce lien-là, il faut le retrouver, il faut le reconstruire autrement. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est parce que quand... c'est un peu une question un peu bête, mais quand TF1 passait une pub, on y croyait plus que quand c'est YouTube, où on est un peu moins dupe de la place de la publicité. Enfin, je sais pas si tu vois. On va pas revenir sur les pubs de ces gars-là des années 80 avec les AX qui étaient incroyables et qui, par leur cap... Bravo, la marque au chevron. Voilà, non, mais qui était, par leur réal... faisait qu'on parlait même pas du produit, mais il y avait un tel truc, un tel choc que c'était beaucoup de place à la créativité. Et ça reprend un peu ce que tu disais sur le fait que 50% de la perte vient de la créativité. On a l'impression, notamment quand on voit YouTube, on veut skipper. Enfin, la pub est devenue, c'est vraiment dilué dans son effet, notamment parce que c'est devenu inconsommable qu'on essaie d'éviter. Et du coup, tu vois, il y a cette tension entre, il faut quand même faire des pubs qui soient créatives, mais on veut surtout qu'elles soient performantes pour passer le message avant le skip et du coup voilà je pense qu'il y a quelque chose de plus de moins efficace dans le sens de créer vraiment un lien parce que je sais pas vous, mais moi quand je vais sur YouTube, d'ailleurs je finis par prendre un abonnement premium, tu dis putain c'est la même pub et le même truc. Mais tu as l'impression que tout est joué sur la répétition en fait. C'est marrant parce que ce que tu dis, c'est que je me suis posé cette question. Là, je sais pas combien de fois, je dis comment ça se fait que les pubs me fassent autant chier aujourd'hui. Alors que moi j'étais vraiment un enfant de la pub. On peut faire un quiz sur les pubs des années 90, Regardez 80, Culture 2000. Pub. Culture Pub. Voilà, la nuit de la pub, tout ça. Enfin. Je pense avoir une très grosse culture là-dessus parce qu'il y a un côté créatif qui était vraiment marrant et je me posais cette question-là justement, et comment ça se fait que les pubs soient devenues aussi ennuyantes. Est-ce que c'est pas une question tout simplement de barrière à l'entrée, parce que quand tu me décrivais un peu le côté comment tu accèdes à Canal+ à l'époque, c'était que tu étais challengé, il y avait une forme, pas n'importe qui accédait à Canal+. Est-ce que c'est un peu ça aujourd'hui? La régie de Canal te challenger. Là, YouTube, on se fait une vidéo tous les trois, on peut sponsoriser la vidéo et on sera chez quelqu'un ce soir. Et la vérité, c'est que les pubs aujourd'hui qui fonctionnent le mieux, si ça se trouve, c'est ceux qui font un peu cheap, qui te regardent droit dans les yeux, qui font ça, Ça, c'est une nouvelle trend. J'ai commencé à remarquer des gens qui font de l'UGC sponsorisé dans des trucs pour promouvoir de l'app et autres. Mais effectivement, ça part un peu dans plein de sujets, j'ai l'impression, effectivement. Et t'as raison, les formats changent, le taux de créativité baisse un petit peu, et c'est probablement lié au fait qu'avant, malgré tout, il y avait moins d'emplacements pub. Donc ça se repérait plus. Alors, on avait des pubs jouées sur répétition. On va encore faire les vieux cons, mais si je vais bien, c'est Juvamine à l'époque, tu avais 3 fois le même spot qui passait, qui préfigurait un petit peu justement le tabassage qu'on a un peu sur YouTube. Mais effectivement, et même quand tu es en media buying, parce que le media buying reste très important, comment tu arbitres entre ces canaux qui sont peut-être un peu moins, non seulement premium, mais un peu moins exclusif, en fait, qu'en fait tout le monde peut y accéder. Et tu te bats sur YouTube, tu te bats contre pléthore d'annonceurs et des créas, enfin tout est un peu bordélique, quoi. Tu vois, moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué, moi quand j'avais commencé à faire de la pub télé, c'est que d'un coup, honnêtement en plus en faisant du dating, on était persona non grata dans plein d'endroits, et d'un coup quand on faisait de la pub télé, on devenait respectable en fait. Donc bosser dans le dating. Non, en fait, attends, moi j'ai fait des réunions où les gens ne nous regardaient pas dans les yeux, en fait, tu vois, parce que c'était limite du porn. Oui, mais vraiment, non, mais je l'ai vraiment vécu. Je dirais pas dans quel grand média respectable, mais et du coup, à partir du moment où on a fait de la pub télé, ce sont des gens qui te rappellent pour bosser avec toi. Et donc il y avait un côté statutaire dans le fait de je fais de la pub télé,
qui était genre, ah oui, non, mais vous êtes une boîte internationale. En plus, Attractive World, les gens s'imaginaient qu'on était des Américains, quoi. Voilà, bref. Vincent, Robin. Donc, je pense qu'il y a un côté statutaire qu'il y avait dans la télé qu'il n'y a pas forcément quand tu es sur du YouTube. C'est bizarre, c'est une sorte de question d'écrin, je pense. Et en effet, tu es associé à de la pub digitale qui est plus de la pub tactique. Et moi, je ne sais pas complètement comment l'expliquer, mais j'ai du mal à croire que tu puisses vraiment développer une brand forte sur de la pub YouTube, sur la vidéo sur YouTube. Parce qu'en effet, tu es dans un... Je pense que c'est beaucoup sur une question de mindset du consommateur qui veut juste skipper. En fait, il attend qu'un truc, c'est de se barrer. Limite, l'action, il est là, t'es prêt, on est tous là, on est prêt. Je me dis, mais putain, j'ai envie de la voir dans la vidéo. Et même l'algo de YouTube, si vous regardez, il coupe au moment le plus important. Donc c'est doublement. Alors, je sais pas avant à la télé, mais à l'époque, quand il y a un minimum. Ah, si, je sais pas si la télé faisait ça aussi. Mais en tout cas, YouTube, c'est souvent ça. C'est le moment où tu veux. Et là, on coupe. Mais je pense que nous, c'est nous qui avons beaucoup changé aussi. On a été éduqués à avoir plein de trucs gratos. Tu vois. Vrai. Et je pense qu'on c'était pas. On supportait mieux. C'était pas tenable. On supportait mieux ça. Mais oui, tu as raison, les pubs. C'est pour ça qu'on prend un abonnement premium. Mais qui dit abonnement premium dit du coup, tu t'enlèves toute une partie de ta cible, potentiellement un peu CSP+. Et donc, constat, le message se dilue. Effectivement, on n'est plus sur du top of mind, je pense, quand tu tapes, quand tu as du YouTube et ses nouveaux canaux, et même quand tu es sur Insta, parce que tu n'as pas le temps d'apprécier l'univers de la marque. Et alors, du coup, comment on fait, selon toi, aujourd'hui ? C'est vrai qu'on va revenir au cœur du concept de Gomigo pour quand même recréer ce lien un peu émotionnel, que tu as bien expliqué avec Attractive World, parce qu'on te promet l'amour. En B2B, dans tes relations business, on a l'impression que tu fais quasiment du porn, mais bon, tes clients, c'est quand même l'amour, avec un positionnement premium. C'est malgré tout la télé, puis l'ensemble de vos actions qui ont réussi à vous conforter et vous faire vous développer avec un message, avec, encore une fois, un lien émotionnel fort, un vrai lien de branding. Aujourd'hui, tu es une marque, aujourd'hui, tu relances Attractive World ou pour aller vers Gomigo, c'est quoi comment tu recrées ce lien-là ? Comment est-ce qu'aujourd'hui on va recréer de la notoriété légitime quand on se dit, ce qu'on vient de se dire depuis 10 minutes, que YouTube est un robinet indifférencié, même si derrière il y a des algos qui tournent, mais qui ne va jamais créer un lien avec la marque ? Ouais, pour moi, c'est YouTube, ça reste du tactique. Non, comment recréer ce lien ? Voilà, il y a sans doute plusieurs stratégies. Le truc auquel je crois le plus, c'est d'avoir une approche de marketing communautaire où finalement on va moins parler de socio-démo dans ton persona, on va plus parler de centre d'intérêt. On va plus parler de passion commune. On va essayer de retrouver une place dans une communauté pour créer un petit peu créer de l'affect. Alors, est-ce que c'est par un cofondateur dans le cadre des petites boîtes qui a compris le jeu de l'influence marketing et qui va du personal branding et qui va ce qu'on voit beaucoup en B2B, qui va beaucoup faire parler de lui et va développer tout un univers autour de sa personne. Voilà. Donc ça, on le voit beaucoup en B2B et en B2C, ce qui est hyper intéressant. C'est quand même d'une puissance incroyable. C'est une puissance incroyable parce que c'est hyper cheap en fait. Je veux dire, quand on pense que j'ai par rapport à la télé, c'est fou parce que finalement, si on est bon créativement, il y a sans doute un peu d'investissement à avoir, mais on peut se développer une notoriété assez forte, mais par sa personne. On a l'impression que pour remplacer ce manque de confiance, les gens ont besoin que les marques soient beaucoup plus incarnées et que ça soit, ils ont envie de savoir pas ce que tu proposes, mais qui es-tu, toi, le gars derrière ou la femme derrière ce que tu proposes. Avec bien sûr aussi tout le risque que ça peut reposer, parce que si une boîte ne repose que sur la notoriété d'une personne, à terme c'est un vrai sujet, même en termes de valorisation de boîte. Plus tard, oui, mais si le fondateur qui est la personne responsable de toute la notoriété de la boîte, s'il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe derrière ? Bon, je pense que ça reste une technique absolument incroyable pour faire émerger un concept, faire émerger ta startup. Et après, le marketing communautaire, il peut être plus large, c'est-à-dire que c'est aussi par ta communauté que tu as créé, et c'est là que ça devient très important de créer une communauté de fans autour de ta marque, de ce que tu proposes.
parce que c'est aussi des gens qui vont pouvoir te défendre, c'est des gens qui vont pouvoir prêcher ta bonne parole, c'est aussi des gens qui vont finalement, ça va être tes bêta users, c'est ceux qui vont te faire les retours les plus forts sur ton produit. Donc il y a une façon de créer une communauté forte autour de ce que tu es en train de produire. Alors ça aussi, c'est une vraie problématique à scaler, parce que quand tu deviens plus gros, là je crois qu'on est dans les locaux de l'Emlist, donc il faudrait leur en parler, mais véritablement ils ont commencé par une communauté très très forte. Comment la maintenir, comment tu la gardes at scale, c'est une vraie complexité, tu vois. C'est pas simple, parce que finalement en grossissant, tu perds un peu ce lien. Il y a aussi le travail avec tous ceux qui ont eux-mêmes des communautés fortes, des communautés engagées, qu'on appelle, qui sont tous les créateurs de contenu qu'on peut trouver sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn maintenant. Et sur LinkedIn, complètement, qui, à condition que ce soit des gens, des personnes qui fassent bien les choses, et parce que ton produit peut correspondre véritablement à la relation qu'ils ont avec leur communauté, il faut essayer de s'insérer dans ces logiques-là pour avoir une proposition de valeur qui colle complètement à ce que le créateur de contenu peut proposer à sa communauté. Ce sont des gens qui ont cette proximité, cette crédibilité vis-à-vis d'une base plus ou moins importante. Et encore, je suis un peu dubitatif quand on parle de nombre de followers, forcément, parce que moi je vois des communautés où finalement le nombre de followers il est énorme. Alors bien sûr, il faut que tu saches s'ils viennent du Pakistan ou pas, etc. Maintenant, tu as des méthodes pour savoir. Mais mine de rien, il y a des communautés où on voit des communautés de ne serait-ce que 20 000 personnes engagées sur Instagram, parce qu'elles sont super bien engagées. Il y a des possibilités incroyables après à faire avec ces communautés. On a le cas, typiquement sur GoAmigo, il y a une influenceuse, elle a 20 000 abonnés, elle remplit 9 à 10 voyages par an où elle part avec sa communauté autour du surf et du yoga. Voilà. Elle n'a que 20 000 abonnés. Oui, on pourrait dire qu'elle n'a que 20 000 abonnés. Elle n'a que 20 000 abonnés, ça paraît, c'est un micro-influenceur. Oui, elle est en train de véritablement développer sa marque, sa marque autour du voyage, du surf, du yoga, grâce à la proximité qu'elle a avec sa communauté. Elle a réussi à craquer quelque chose. Elle a réussi parce qu'elle a imprimé sa personnalité à son groupe. Et c'est toi, quand tu es en tant que marque, c'est avec... Je pense qu'il y a une vraie clé à essayer de s'approcher, à bien travailler avec ces influenceurs. Alors, difficile aussi à travailler at scale, parce que il faut que dans ta thématique, tu vois, typiquement, moi, Shaper, c'est quelque chose, j'aurais adoré travailler avec des influenceurs business. Tu n'en as pas. Il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas beaucoup. Et puis même aujourd'hui, ce n'est pas les plus gros. Et puis, ils sont très chers. Donc il faut comment tu fais vraiment quelque chose de significatif, et puis aussi les influenceurs business, il y en a plein où c'est une promesse d'argent facile, rapide, etc. Donc il faut aussi que ça colle véritable. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il faut pas céder aux sirènes il a beaucoup de followers, faut absolument bosser avec lui. Il faut aussi que ça colle avec ta marque. Moi, comme je disais, sur Attractive World, je n'ai toujours sponsorisé que des émissions qui collaient en termes de brand avec ma plateforme de marque que j'avais prédéfinie avant, où il fallait que ça colle avec mes valeurs, que ça colle avec ce que j'avais défini. C'est vraiment, j'étais intransigeant là-dessus. Et je pense qu'il faut l'être, parce qu'il ne faut pas dévoyer sa marque aussi à bosser avec n'importe qui, véritablement. Mais c'est tout cet exercice qui est finalement absolument passionnant, parce que c'est un univers qui est énorme, parce que c'est aussi, vous pouvez travailler avec des gens qui ont une créativité absolument incroyable. Maintenant, c'est hyper complexe, parce que ça veut dire plein d'acteurs différents. Et ça, scaler, c'est vrai que c'est dur, mais il y a un truc que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est l'espèce de dichotomie entre ce qu'on appelait les influenceurs, on n'a plus le droit d'appeler ça les influenceurs, et les créateurs. Oui, est-ce que ça recouvre pas un truc que l'influenceur comme pur homme sandwich, femme sandwich, c'est la même logique que la pub?
on le voit trop bien. On le voit gros comme une ficelle. Alors, je ne parle même pas de vendre, de faire du forex, des trucs, tu vois, des produits qui sont externes. Mais et encore que c'est encore un meilleur cas parce que la notion de créateur, c'est aussi le fait de vraiment incarner une marque, même quand c'est pas la tienne et que tu es un créateur de voyage, un créateur tout court et un créateur notamment de voyage quand on parle de GoAmigo. C'est-à-dire que je pense que l'influenceur, c'est la vague, un peu la fin de la vague justement du branding, de ce qui ressemblera à de la pub télé. C'est vraiment, je prends un produit, je montre le produit, je dis c'est génial et je le jette. Là où la prochaine vague, on est obligé d'avoir le créateur qui s'implique dans son produit. Et du reste, je le vois aussi avec des marques B2C classiques, c'est que si tu as une certaine injonction au personal branding, ça veut dire que maintenant, les marques, ça doit être les boss ou quelqu'un dans la boîte qui incarne ce personal branding. Et finalement, créateur ou employé de la marque, c'est la même chose, c'est la personnification. Tout ça pour dire, l'influenceur aujourd'hui, il doit être partie prenante du produit, de la création, de la distribution. C'est plus juste un porte-étendard ou ce que j'appelais un homme ou une femme sandwich. Ouais, non, t'as complètement raison. Sinon, c'est fait de manière trop collée par rapport à ce qu'il ferait. Enfin, c'est pas naturel. Ouais. Et là, on repart dans des travers où sa communauté ne va plus le croire. Ouais. Et lui, même en tant que créateur de contenu, la personne créateur de contenu devrait refuser des marques qui sont trop loin de ce que lui peut promouvoir de manière naturelle. Je pense qu'il y a c'est soit gagnant-gagnant, soit perdant-perdant dans cette histoire, pour tout le monde en fait. Voilà, c'est perdant-perdant si tu as la mauvaise marque avec le mauvais influenceur, c'est la crédibilité. Oui, c'est facile de se faire ensuite bâcher par tes followers qui sont. Tu te fais bâcher complètement. Nous, tu vois, dans le cadre de GoAmigo, c'est encore différent parce que nous finalement on va offrir une opportunité aux créateurs de contenu de créer une ligne de revenus supplémentaire. Donc c'est même pas qu'on va pas chercher des créateurs de contenu pour promouvoir GoAmigo. C'est GoAmigo arrive en marque grise, quasi blanche, marque grise, pour aider le créateur de contenu à créer une ligne, son activité voyage. Donc on est encore plus intégré que ça, quoi. Ouais. C'est là c'est pour ça que moi je trouvais c'était un projet que je trouvais super excitant, c'est parce qu'on a été t'es vraiment au centre de ces nouvelles évolutions. On est vraiment avec ces personnes qui sont pour moi les marques de demain. C'est ceux qui c'est intéressant que tu dis les marques de demain, c'est-à-dire que tu les considères carrément les futures marques en tant que parce que c'est à ça qu'on arrive. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est eux qui finalement à la fin ont le plus de crédibilité par rapport à des marques qui sont finalement trop désincarnées. Parce qu'aujourd'hui, on cherche l'incarnation, on cherche la crédibilité, on cherche la confiance. Tu fais pas confiance à un robot, tu fais confiance à une personne que tu as en face de toi. Alors peut-être que tu fais confiance demain à un influenceur qui est une IA. Alors c'est un tout petit peu bizarre, mais c'est un autre sujet. Non, mais même moi, je me suis rendu compte que quand j'étais sur ChatGPT ou Gemini, j'étais poli avec lui. Donc tout le monde. Je lui fais les questions, etc. S'il te plaît, réponds-moi. Non, j'ai pas mis la majuscule au début de non, mais donc c'est très. On a plein de choses encore à découvrir là-dessus, mais là, à la rigueur, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est comme un avatar d'un humain, c'est comme s'il était incarné quand même. Voilà. Donc, je pense que pour moi, on ne voit pas encore à quel point ces gens-là vont dépasser les marques classiques parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des stratégies, etc. Ils sont eux. C'est tout. Voilà. Et donc ça, c'est tellement plus fort. Les gens achètent beaucoup plus ça. Alors, à condition qu'ils fassent pas, qu'ils se travestissent pas justement à faire la promotion du mauvais produit, ils ont une puissance. Je veux dire, voilà, il y a pas de match avec une marque classique, quoi. Voilà. Et là, je pense que c'est là qu'on a vécu dans notre carrière depuis une vingtaine d'années. Vraiment, le passage de l'ancien monde où tu avais vraiment un message one to many à la création nécessairement d'un lien one-to-one entre la marque, que ce soit une personne ou une entité, avec un individu. Et la question, c'est véritablement le scaling. Alors peut-être que l'IA va aider, mais c'est
que c'était facile d'avoir un spot Coca sympa, flashy, boum, que tu balances à la télé, et puis comme ça, Coca est partout. Maintenant, si cet effet-là se dilue, et que c'est des individus qui doivent porter des marques vers un public assez niche, comment tu scales ça, c'est l'enjeu. Et je pense que c'est l'intérêt de plateformes comme GoAmigo, d'au moins d'offrir la mécanisme et le soft derrière pour pouvoir que chacune de ces communautés finalement puisse travailler sans avoir à recréer la roue. Donc tu offres un service et un produit qui va être un pas de plus vers en fait scaler. Scaler, c'est scaler un créateur après l'autre. Tu n'auras plus des créateurs, enfin tu auras peut-être moins des créateurs énormes avec des millions de followers, ou alors ça restera des micro-créateurs. Si d'un certain point de vue, les 20 000 followers dont parlait Vincent, c'est beaucoup au regard du business que ça génère. Est-ce que tu as besoin, alors pas Cristiano Ronaldo, un Elon Musk, mais c'est des outliers, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des gros influenceurs ou plutôt d'avoir une somme de petits extrêmement puissants? Je pense que le paradigme, il change là. Ce que je trouve intéressant, c'est que TikTok le montre physiquement. Tu sais, le fameux truc de dire tu peux avoir 1 million de followers sur TikTok, ça ne garantit pas ton reach. Et du coup, certains créateurs qui ont 10 000 followers sur TikTok vont faire des vidéos à 10 millions de vues, là où certains qui ont 10 millions vont faire peut-être un peu moins à 10 000 vues. Mais il y a ce truc-là où, en fait, même ces chiffres-là qui ont beaucoup aidé au début du reach d'Insta, parce que quand tu avais 100 ou 200 000 et certains comptes avaient 1 million, comme le reach était assez mécanique, tu te plantais un peu moins. Aujourd'hui, ça devient tellement algorithmique et tellement lié à beaucoup de paramètres qu'un compte à 10 000 followers peut faire beaucoup plus de vues qu'un compte à 1 million, si tant est que la qualité du message et que la stratégie finalement intrinsèque, même si elle n'est pas volontaire, soit vraiment suivie. C'est-à-dire c'est un message bien fait auprès de la bonne audience, puis à un moment donné, ça explose. Sauf que comment tu scales ça grosse question. Vraie complexité. Merci Vincent, c'était super intéressant. Merci d'être venu nous rendre visite. Donc voilà, on est au début d'une encore nouvelle ère du marketing. Ouais. Ça va être passionnant de voir comment justement on arrive à scaler du message micro-ciblé. Et l'avenir nous le dira. Merci Vincent, à très vite. Merci à vous deux. Très bonne journée.